c'est donc Marc Renaud qui est à mes côtés pour cette demi-heure en plateau de Smart Bourse sur Bismart, le président de Mandarin Gestion. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour. Le monde financier vit dans la post-pandémie depuis le mois de mars, mais plus précisément dans l'idée d'un monde vacciné depuis le 9 novembre dernier. Ouais. Date historique sur les marchés, Marc, on peut le dire. Ah oui, C'était il y a 2 mois. Comme on peut le voir et comme on le sait, moi je viens pas de démarrer d'un marché, une séance comme ça, j'en avais jamais vu. C'était délirant, quoi. Des plus 20 sur deux valeurs comme BNP et Total la même journée, c'est un marché qui change d'avis, on va dire, Ouais. mais alors violemment. C'était d'une violence extrême. Ouais. Le jour de l'annonce donc des premiers résultats, c'est l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech qui a surpris très agréablement les marchés il y a 2 mois, le 9 novembre dernier. Depuis, la dynamique de marché a changé. C'est pas juste la journée du 9 novembre. On a l'impression quand même que l'idée d'un rattrapage ou l'idée d'un marché qui regarderait différemment la valorisation de certains secteurs, cette idée-là est en train de faire son chemin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Marc ? Comment Alors, vous analysez ? si on regarde les indices, oui. Si on regarde une reprise assez violente de certains secteurs mal aimés, oui, tout ça est exact. Mais pour côtoyer les gens qui reviennent sur le value, pour employer le terme, je les côtoie puisque ce sont mes clients, je dirais que pour le moment, on est plus dans une peur de ne pas y être que dans une forte conviction. Donc le marché vient de réaliser que les valeurs de croissance ont été dopées au taux zéro pendant 10 ans et que peut-être on en sortira, on en reparlera peut-être. Les marchés viennent de regarder que c'est vrai que c'est plus sympa Tesla qu'une banque, mais que tout a un prix. Et oui, on voit, encore une fois, je le qualifie plus de peur de paillettes que de conviction. Mais oui, on voit, il a été d'une violence incroyable. On en parlait pas seulement le 9, mais tout le mois de novembre. Et malgré ce mois de novembre euphorique sur le value, ça s'est pas vraiment tassé en décembre. Donc oui, il se passe un truc. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de faux départs précédemment, effectivement, sur l'idée d'une rotation value, d'un rattrapage. Ce qui est intéressant aussi dans cette séquence de marché, vous le notez d'ailleurs, Marc, c'est que c'est pas vraiment une rotation. C'est la value est revalorisée, mais en même temps, les stars séculaires de la décennie passée, en tout cas, les GAFAM et les autres grandes valeurs de croissance, sont toujours au plus haut ou quasiment sur des plus hauts historiques. Alors tout à fait. Et ça... on est tous à peu près convaincus qu'il va y avoir un rebond violent de l'économie, qu'on va sortir de ça. Et donc, intuitivement, on se dit, quand ça va bien, ça va aller bien aussi en bourse. C'est pas aussi simple, parce que effectivement, on a non seulement les valeurs de croissance au plus haut, parlons des techs, mais pas seulement, parlons du luxe. Bien sûr. Elles n'ont pas bougé, effectivement. Et vous avez parfaitement raison, c'est pas une rotation, c'est un rattrapage, mais tout ça au plus haut. Ouais. Et maintenant, on a même quelques secteurs mal aimés, ou en tout cas historiquement mal aimés, qui ont pas mal monté. Je pense au tout ce qui est le secteur des biens d'investissement, il a bien rebondi. Les matières premières, c'est la fête. Ouais. Donc, qu'est-ce qui reste ? Alors, il y a toujours des mal-aimés, on va peut-être y venir. Mais voilà, le marché, globalement, certes, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais le marché est globalement sur des points hauts. Ouais, tout monte. Tout monte. Tout monte, c'est le meilleur des deux mondes. Qu'est-ce qui est encore mal aimé, alors justement, sur les marchés là ? Qu'est-ce qui vous motive encore pour investir dans des segments décotés ? Qu'est-ce qui vous paraît encore intéressant, Marc, dans cette logique d'investissement ? Alors, il y a 2 secteurs qui sont très sous-performants, si on les regarde sur 1 an ou sur 10 ans encore. Et je mets de côté les transports aériens qui sont des micro-secteurs qui ont des problèmes spécifiques qu'on connaît. C'est le secteur bancaire et le secteur des pétrolières. Ouais. Alors, le secteur bancaire, c'est le mal aimé sur 10 ans, sur 1 an. Et le rebond auquel on a assisté en novembre n'est rien par rapport à la décote qu'il a subie depuis 10 ans. Donc là, on est sur un secteur bancaire qui est en train de rassurer le marché sur le fait que sans doute les crédits non performants ne seront pas si gros que ça, qui peut-être bénéficierait d'une éventuelle repentification de la courbe. Donc quand vous démarrez à 0,4, 0,5 fois la valeur d'actif, ce qui est le cas il y a 3 mois, on vient de remonter à 0,7. Mais ça se paye toujours moins que sa valeur d'actif. C'est-à-dire qu'on vous explique toujours que les banques vont détruire de la valeur. Donc ça, c'est un secteur mal aimé et toujours très décoté si on croit comme moi à un retour à la moyenne. Sur ce secteur-là, comment est-ce que cette pandémie accélère la transition de ce secteur financier, de ce secteur bancaire, au point de lui permettre peut-être, en tout cas à certains établissements, de résoudre plus rapidement les problèmes structurels qui prévalaient avant la pandémie ? Parce que, comme vous dites, ça fait 10 ans que c'est pas cher les banques, ça fait 10 ans que le marché en veut pas. Alors je dirais que c'est, comme toujours les crises, c'est un accélérateur effectivement, mais en fait,
Ce qui s'est passé, le changement dans le secteur bancaire, c'est pas celle-là, c'est la crise de 2008. Ouais. Il y a, dans toutes les crises graves, parce que celle-là était beaucoup plus grave que le secteur bancaire, que la crise du Covid, dans toutes les crises graves, il y a des gagnants et des perdants. Et tous ceux qui ont les moyens, c'est aussi bête que ça, il faut avoir la stratégie et la compréhension, mais tous ceux qui ont les moyens d'investir dans le digital, par exemple, ce qui est un must absolu dans ce métier, eh bien, ils font la différence. Et comme dit le patron d'une très grande banque française qui commence par B, c'est pas la peine de racheter les autres, il faut les laisser crever. Hein, c'est ça qui se passe. La stratégie du survivant, quoi. Oui, mais le survivant, il survit parce qu'il investit massivement et qu'il change son modèle, ce que tout le monde ne peut pas faire. Oui, c'est un accélérateur de changement de modèle, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, le système bancaire est en train de profondément s'assainir. Mais évidemment, c'est lent et la crise du Covid a éventuellement inquiété de nouveau. Voilà. Mais moi, je pense que de façon très sélective, il y a encore beaucoup d'argent à gagner là-dedans. Les pétrolières, c'est autre chose. Il y a en plus le problème de l'ESG ou de l'ISR. On en avait parlé la dernière fois. Pardonnez-moi l'expression, elles ont une note de sale gueule. Leur enjeu, c'est de la corriger par des investissements massifs dans les énergies renouvelables, ceux qui le font. Pas parce qu'ils sont gentils, mais parce que c'est l'avenir de leur modèle. Donc là, c'est un enjeu de changement d'image. Mais c'est des boîtes qui rapportent toujours des gros rendements et qui sont toujours des cotés. Et puis, pour terminer sur la question, la bonne nouvelle, quand il y a une rotation, c'est que certains secteurs que moi, je ne pouvais pas toucher il y a un an, deviennent délaissés. Oui. Aujourd'hui, la pharmacie, c'est mal et je peux en acheter assez massivement. Il y a 2 ans, je ne trouvais même pas de valeur à acheter avec mes critères de valorisation. Donc voilà, il y a toujours des choses à faire, ouais. Sur les pétrolières, c'est intéressant. La dernière fois, on en parlait. Je vous disais, je reçois des jeunes gérants qui, grosso modo, disent moi, de toute façon, moi vivant, dans mes fonds, il n'y aura jamais de pétrolière, il n'y aura jamais de Total. Vous disiez attention, un jour, ils changeront d'avis. Est-ce que certaines de ces grands groupes pétroliers sont en train justement d'arriver à infléchir le narratif ? On vit dans des marchés de narratifs pour changer le délit de sale gueule que leur applique le marché, Marc. Alors d'abord, ils ont tous compris. Il y avait des retardataires, je pense à Exxon, évidemment poussé par Trump. Les Américains n'ont pas été à la pointe de ce changement. Ils ont tous compris qu'ils étaient une cause majeure pour le climat et qu'il fallait arrêter de faire des bêtises. Et ensuite, ils investissent massivement. Je ne crois pas pouvoir, pour répondre à votre question précisément, je ne crois pas pouvoir dire qu'ils ont encore gagné une meilleure image. Mais ils y tendent fortement. Et quand vous regardez le montant colossal des investissements faits dans les énergies renouvelables, et quand vous savez par ailleurs que s'ils investissent moins en exploration-production, ils vont dégager des cash flows gigantesques, parce que c'est ça qui coûte dans ce métier. Je pense que c'est un secteur qui, pour le coup, est vraiment délaissé, même s'il a bien rebondi en fin d'année, mais il est quand même très sous-performant sur 12 mois glissants. Et là aussi, je le trouve de façon sélective, là encore, séduisant. Si vous êtes une petite boîte qui fait que du raffinage et que vous n'avez pas les moyens d'investir dans le renouvelable, vous allez mourir aussi. Hein. C'est un accélérateur de croissance et de repositionnement quand il y a des crises comme ça. Mais oui, ce secteur est intéressant. Et puis, il y a la mauvaise solution des boursiers. On vous dit, ils ont qu'à côté leur filiale renouvelable. Oui. Bon, ça, c'est une solution boursière. Et pourquoi c'est une mauvaise solution, ça ? C'est une solution pour faire monter les cours à 3 mois. Mais révéler la valeur, quoi. Oui, ça change pas. Alors oui, ça révèle la valeur, mais ça change pas la stratégie que doivent mettre en place ces boîtes-là. En parallèle, comment vous regardez l'autre partie du marché ? Alors, on a parlé des stars séculaires, mais je voulais qu'on parle spécifiquement de quelques roquettes. Tesla, 700 milliards de capi, 700% de hausse en 2020. Là, on est au-delà de tout rationnel. Comment vous analysez ces phénomènes ? Je cite Tesla parce que c'est l'emblème, mais ce qui a marqué la fin d'année, c'est aussi l'introduction en bourse d'Airbnb, qui prend plus de 100% sur sa première journée de bourse, qui pèse, je sais pas, 80, 100 milliards peut-être aujourd'hui. C'est un gérant value à votre place il y a quelques semaines, Jean-Charles Merriot, DNCA, disait « On vit peut-être un moment de folie collective comme seuls les marchés sont capables de créer ce genre d'histoire. » Alors, Jean-Charles, comme moi, la vraie réponse, c'est qu'on ne comprend pas. Ouais. Nous, on comprend. Moi, je ne sais pas payer le rêve. Donc, je ne sais pas faire ça. Tesla, vous ne dites pas c'est un nouveau monde. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi Tesla, ça vaut la même chose que tout le reste de l'industrie automobile réunie. C'est un truc qui ne me va pas. Je ne comprends pas pourquoi Apple, ça vaut autant que toute la capitalisation boursière allemande. Donc je ne dis pas que c'est des mauvaises boîtes. Je vois bien que ce sont des boîtes innovantes. Je dis que tout a un prix et que... Parce qu'il y a une concentration de profit qui est telle aujourd'hui chez Apple que ça peut valoir, oui, le prix, pourquoi pas, de la cote allemande. Non. Non, non, j'arrive pas à comprendre ça. Toute l'industrie allemande, c'est pas... Ça peut pas valoir quelqu'un qui vend des téléphones, parce qu'il gagne du fric que là-dessus, par ailleurs. Hein. Donc... Mais voilà, c'est les limites de ma méthode. En tout cas, c'est sûr que des gens comme Jean-Charles et moi, on va pas aller se mettre les doigts là-dedans. Et puis, on a eu tort depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais c'est pas maintenant que je vais y aller, non. Bon, marché est quand même
porté à regarder à nouveau la valorisation, pas partout, pas Tesla, pas Airbnb, je laisse le Bitcoin de côté, mais pour d'autres secteurs effectivement dont on a parlé, la question de valorisation redevient peut-être centrale pour les investisseurs. Qu'est-ce qui manque pour passer de cette séquence où vous dites vos clients ont peur de rater le moment value à quelque chose d'un peu plus pérenne? Alors, c'est sans doute le changement de scénario macro, inflation, taux. Parce que si on a une repentification de la courbe des taux, on n'est plus dans la logique, il n'y a pas de prix pour Nestlé, puisque le dividende dans 20 ans, il vaudra la même chose qu'aujourd'hui. On sort de ces logiques-là, on retrouve des secteurs pénalisés par les taux zéro qui le seraient moins, les banques. Donc, quand vous parliez d'une possible résurgence de l'inflation il y a un an, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, il y a pas mal de stratégistes et d'économistes qui disent bon, ça pourrait arriver. Et évidemment, à 3, 4, 5 ans, oui, on peut avoir une inflation comme on n'a jamais vu ces 10 dernières années. Alors la bourse, ça lui suffirait. Elle n'a pas besoin de le voir, le chiffre. Elle a besoin d'avoir ce scénario. Et voilà, l'élection américaine, typiquement, on nous dit tiens, ça ferait monter les taux. Voilà, c'est ce genre d'information qui peut faire dire au marché attention, les réflexes de j'actualise tous mes dividendes à zéro, il faut passer à autre chose. Ouais. Donc moi, stock picker, ça me plaît pas de dire ça, mais le scénario de pontification de la courbe, le scénario de reprise éventuelle, d'un retour éventuel de l'inflation, serait clairement pour moi un déclencheur. Ouais. Bon, on surveillera ça, à commencer par les résultats de l'élection sénatoriale en Géorgie, puisque visiblement beaucoup repose là-dessus, sur le scénario d'inflation et le schéma qu'on peut avoir sur la stratégie budgétaire américaine, évidemment. Ce serait des marges de manœuvre supplémentaires si on avait une surprise démocrate ce soir ou dans les jours qui viennent en Géorgie. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Marc Renaud, le président de Mandarin Gestion, les marchés européens qui sont plutôt calmes. On tourne autour de l'équilibre. Légère baisse à Paris à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 après la clôture en Europe.